Bonjour et bienvenue dans ce débat depuis le Parlement européen de Strasbourg. Nous allons aborder trois sujets qui marquent l'actualité de cette rentrée. Tout d'abord, nous parlerons du dumping social. Un rapport est présenté au Parlement dans le cadre de cette session. On fera un point également sur les deux traités transatlantiques en cours ou pas en cours d'ailleurs, le CETA et le TAFTA. Et puis on dira un mot également de l'affaire Apple en Irlande, dont évidemment vous avez entendu parler et qui n'est pas terminée loin de là. Avec vous, les trois députés européens qui êtes autour de ce plateau. Guillaume Balas, bonjour. Vous êtes député socialiste et démocrate. José Bové, député Vert, Alliance Libre Europe. Merci d'être là également. Et puis Patrick Le Yarrick, vous êtes député gauche unitaire européenne, gauche verte nordique. C'est le plus dur à dire celui-là. Merci d'être avec nous. On va commencer, si vous voulez bien, par le dumping social. Au sujet, j'allais dire, hautement nocif s'il en est. On sait que c'est sur ce thème central que l'extrême droite instrumentalise un grand nombre de ses arguments aujourd'hui et on vient encore de le voir avec le Brexit. Alors Guillaume Balas, je m'adresse à vous puisque vous êtes l'auteur du rapport d'initiative qui est présenté sur ce sujet dans le cadre de cette session. Vous avez dit il y a quelque temps que le dumping social, ça allait finir par faire exploser l'Europe. On n'en est pas loin, il faut bien le dire, pardon. Est-ce que vous pourriez nous rappeler déjà un petit peu les termes de l'équation? Où en est-on à l'heure actuelle de cette lutte contre le dumping, sachant qu'on avait cru comprendre quand même que la Commission européenne avait envie de lutter, de faire quelque chose dans ce domaine? Alors d'abord, il faut définir le dumping social, ce qui n'est jamais extrêmement simple. Ce n'est pas simplement les travailleurs détachés, c'est beaucoup plus large que ça. Je prends un exemple, sur l'agriculture par exemple. Quand les Allemands ont engagé dans leurs abattoirs des personnes qui venaient de l'Est de l'Europe et qui les ont mis en contrat de faux indépendants, pour surtout pas trop les payer, leur donner trop de protection sociale, ça a fait une concurrence, on le sait, terrible, notamment pour l'agriculture française qui ne s'était pas préparée sans doute à cela, et on en connaît les conséquences sur l'emploi français et notamment la crise agricole en France. Là, il n'y a pas eu de déplacement de travailleurs, ce ne sont pas des salariés qui sont venus dans notre pays. Il y a ensuite la circulation des travailleurs et par le biais du travail détaché, tout le dumping qui peut être fait par un certain nombre de sociétés, de spécialistes du sujet en fait, qui se font de l'argent de manière illégale généralement, en ne payant pas ce qu'ils doivent, c'est-à-dire en n'appliquant même pas la législation existante, parce qu'il n'y a pas assez de contrôle, parce que les contrôles sont impossibles, parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour ces contrôles, ou même en appliquant la législation existante, car elle est souvent très insuffisante par rapport aux asymétries qui existent entre les différents systèmes sociaux. Alors où en est-on? Il y a une prise de conscience, elle est dans les mots au moins. Certains pays ont augmenté les contrôles. C'est vrai par exemple de la France. Moi j'ai pu m'entretenir avec la ministre El Khomri sur le sujet et elle me disait d'elle-même que plus elle accroît les contrôles, plus elle se rend compte de l'iceberg qu'elle découvre en réalité et du sursaut que ça nécessiterait. Ne serait-ce que sur ce point, nous devrions faire en sorte de donner des moyens aux inspections nationales de pouvoir faire leur travail. Ça demande par exemple des capacités de traduction, parce qu'il faut pouvoir parler avec les gens, lire les contrats de travail. Ça demande des capacités de travail transfrontalier, donc avec des équipes multinationales et donc une dynamique européenne sur le sujet. Ça demande aussi, on le sait, de traquer de manière, j'allais dire, beaucoup plus dure qu'il n'est fait aujourd'hui, voire ça n'est pas fait aujourd'hui, ces fameuses sociétés boîtes aux lettres qui n'existent pas en termes réels, qui se mettent un jour là, un jour là, un jour là, qui n'ont pas d'activité à part détacher des gens qui généralement d'ailleurs elles ne payent pas au bout du compte. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à faire, c'est tout à fait faisable aujourd'hui. Ça demande simplement de la volonté politique. Alors, on revient sur ce point-là parce qu'on a parlé de l'extrême droite au début qui instrumentalise cette question à l'heure actuelle dans toute l'Europe. Cette question du dumping social, ça n'oppose pas les pays entre eux, mais ça oppose, on va dire, tout le monde à quelques entrepreneurs, entre guillemets, pas délicats, quoi. C'est ça. C'est toujours le drame de la vie politique, c'est que, alors qu'en effet vous avez raison, c'est-à-dire qu'en vérité, c'est l'ensemble des salariés qui sont aujourd'hui confrontés à, j'allais dire, les très mauvaises pratiques d'un certain nombre de très grandes entreprises, généralement, il faut bien le dire, puisque c'est elles qui sont les donneuses d'ordre sur ces sujets. Je rappelle qu'en France, quand même, des entreprises qui ont été épinglées, c'était rien que moins que Géodis, filiale de la SNCF, EDF, enfin, bon, vous voyez ce type d'entreprise-là. Eh bien, on oppose les salariés de l'Est aux salariés de l'Ouest
pour ne pas répondre à ce problème. Or, quand vous discutez avec les salariés de l'Est aujourd'hui, vous apercevez discuter avec les routiers des pays de l'Est, ils en ont marre. Ils en ont marre de vivre dans leur cabine toute l'année, ils en ont marre d'être traités comme des esclaves. Et les syndicats, par exemple, je prends l'exemple des syndicats tchèques, on dit mais non, mais nous on est pour la convergence sociale, nous on est pour le progrès social, on n'est pas pour continuer à jouer la trappe à bas salaire dans laquelle ils sont laissés. Donc il faut convaincre absolument aujourd'hui les élites politiques européennes que ça n'est pas un clivage Est-Ouest, mais que c'est tout simplement une question qui oppose l'intérêt général aujourd'hui à quelques profiteurs. José Bové, est-ce que ça vous paraît central aussi aujourd'hui d'aborder cette question du dumping social à fond, de manière complète, dans la conjoncture politique qui est celle de l'Europe aujourd'hui? Moi, je dirais qu'il y a une correspondance entre ce débat et la question du repli national. Parce qu'on voit bien que le repli national ne résout pas cette question-là, puisqu'il passe à côté. Et que donc, au contraire, si on va dans le repli national, eh bien, chacun aura sa législation et les margoulins continueront à bosser encore plus tranquillement. Alors que si on est dans la construction d'une Europe sociale et d'une Europe fiscale, parce que les deux, pour moi, sont fondamentalement liés pour que l'ensemble des entreprises aient les mêmes règles du jeu, eh bien, dans ce cadre-là, on est capable de jouer contre ce détournement des règles et contre l'exploitation des gens les uns contre les autres. Puisque c'est ce cas qui est le plus cynique, c'est que, en fait, ce sont les salariés qui sont perdants. Les Européens adorent dire ça, les libéraux, les rapports gagnant-gagnant. Mais là, on est sur des rapports perdant-perdant, avec une aggravation de ce climat d'hostilité, de xénophobie et de rejet. Donc pour moi, cette question, elle est centrale, parce qu'elle touche tout le monde, et tout le monde peut être confronté en tant que salarié, un jour ou l'autre. Et ce n'est pas simplement sur les grands chantiers, on le voit aussi en milieu rural. On le voit en milieu rural ou dans des chantiers de construction, eh bien, pour construire des bâtiments agricoles, des petites entreprises peuvent avoir aussi aller chercher un salarié ou un groupe de salariés. Et donc dans ces cas-là, du jour au lendemain, eh bien, on peut avoir plusieurs ouvriers étrangers qui sont là et ça cristallise. Donc moi je crois que sur des affaires comme ça-là, il faut qu'on soit très fort et qu'on impose aussi à la Commission notre agenda. Donc le fait que le Parlement aujourd'hui, mettre ça au centre, c'est quelque chose pour moi de tout à fait primordial. Mais je le lis, donc ce que je disais tout de suite, au dumping fiscal, parce que je crois que si on ne règle que d'un côté, il va nous manquer toute la deuxième partie. Mais je sais que là-dessus, on est d'accord, parce que tout doit aller ensemble. Bien sûr, bien sûr. C'est votre avis aussi, Patrick Leyéric? Oui, tout à fait, c'est un enjeu de fond. D'ailleurs, il faut soulever une question. Comment se fait-il qu'on trouve des dispositifs très contraignants quand il s'agit de contrôler les budgets des États et que sur un sujet comme ça qui vise à construire ce qu'on avait appelé déjà depuis le traité de Rome l'Europe sociale, en tout cas le progrès social en Europe, il n'y a aucun dispositif contraignant. Aujourd'hui, on est toujours dans une logique de débat, de confrontation, même entre parlementaires, entre les parlementaires des pays de l'Est et nous-mêmes, par-delà parfois nos opinions, à la manière dont le dit José Bové, c'est-à-dire qu'on ne tient pas du tout compte du facteur humain et on ne tient pas compte de la nécessité d'avoir les mêmes salaires ou qu'on travaille dans un marché dont on dit qu'il devient unique et pas les mêmes conditions de protection sociale. Donc le rapport que va présenter Guillaume Balas est extrêmement important, il faut l'appuyer, il devrait servir de base d'ailleurs à de nouvelles avancées sociales. Alors justement, quelles sont vos préconisations dans le rapport? J'allais dire de plusieurs ordres. D'abord l'ordre du renforcement du contrôle par rapport à la législation existante, évidemment, je vous le disais, donc l'aide notamment technique aux inspecteurs du travail, l'augmentation de leur nombre, de leur capacité d'agir, légale et technique. C'est notamment équipe multinationale, transfrontalière pour pouvoir travailler sur ces sujets. Ça, c'est la première partie. Il y a aussi un certain nombre de mesures législatives aujourd'hui où il faut inciter les États membres à les prendre, car malheureusement, généralement, l'Europe n'a pas de compétences directes. Donc il faut un appui aujourd'hui du Parlement, de la Commission sur ces sujets. Je vais prendre quelques mesures, parce qu'il y en a beaucoup, mais une qui est centrale, c'est la
la suspension des chantiers en cas de suspicion d'infraction grave. C'est-à-dire si vous avez l'impression que quelqu'un est en danger physique ou alors qu'il n'est pas rémunéré, comme on le sait, parfois certains ne sont pas rémunérés pendant des mois, bref, et qu'on le sait, il faut suspendre les chantiers. Pourquoi ? Parce que si ça n'est pas fait, alors les entreprises continuent en disant oui, on va aller au procès après, puis elles disparaissent, c'est fini, on ne les retrouve plus jamais, elles changent de forme juridique. Donc il faut suspendre les chantiers, c'est fait maintenant en France de plus en plus, il faudrait l'étendre au niveau européen. Troisième mesure que je prends, mais comme exemple, c'est la responsabilité du donneur d'ordre. Ça, c'est absolument central. On le sait aujourd'hui, si jamais vous ne responsabilisez pas, par exemple, on parlait d'EDF, ça a été tout le sujet. EDF disait, c'est pas moi, c'est mes sous-traitants. Bon, donc il faut dire, non, c'est vous, parce que c'est vous qui donnez ces contrats. Voilà, il faut une responsabilité juridique du donneur d'ordre. Tous ces sujets aujourd'hui, je dois le dire, ont fait l'objet d'un compromis. Ce rapport n'est pas un rapport qu'aurait écrit ni M. Beauvais, ni M. Le Yarrick, ni moi-même, j'allais dire, si j'étais seul. J'ai dû abaisser beaucoup mes prétentions par rapport à ce que je voulais au départ. Mais l'objectif était de trouver un compromis. La gauche est réunie et les écologistes sur ce sujet. On a même agrippé des bouts de la droite là-dessus, tant mieux. Il faut que ça tienne. J'ai très peur que d'ici demain, toute une partie de la droite se réveille pour remettre en cause les avancées, par exemple, que je viens de vous citer. C'est ça. Et la commission, on a posé la question tout à l'heure. Alors la commission, elle fait deux choses aujourd'hui. Il y en a une qui est très floue, qui s'appelle le pilier des droits sociaux, dont on n'a pas très bien compris encore ce que c'était, très sincèrement, mis à part le slogan. Ils ont dit que ce serait une comparaison entre les systèmes sociaux pour voir ce qui serait le mieux entre eux, à travailler avec eux. Et puis il y a surtout cette affaire évidemment de refonte de la directive de 96 du travail détaché. Ça, c'est extrêmement important. La commissaire Thyssen, qui est en charge du dossier, a fait des propositions, encore une fois, qu'on pourrait trouver très insuffisantes par rapport à ce qu'on souhaiterait, mais qui vont plutôt dans le bon sens. On sait qu'il y a eu une levée de bouclier d'un certain nombre de parlements nationaux, c'est vrai, beaucoup à l'Est, de la droite généralement des pays de l'Est, et elle a tenu bon. Alors maintenant, elle doit faire des propositions concrètes et le Parlement va être saisi dans un rapport commun à deux collègues qui vont devoir nous faire des propositions. Quelle est l'appréciation du Parlement européen sur ce que propose la Commission sur le travail détaché? Ça va être un débat, à mon avis, extrêmement important. Est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, José Bouvet, un consensus des 28 pays, 28, 27, on ne sait plus trop, mais est-ce qu'il peut y avoir un consensus là-dessus ou est-ce qu'il ne faut pas, à un moment donné, envisager un système à deux vitesses qui fonctionne sur des questions comme celle-ci? Moi, je pense que sur un sujet comme ça, on est contraint à avoir un accord global. Parce qu'avoir un système à deux vitesses, on aura à la limite la Belgique, la Hollande, le Luxembourg, l'Allemagne, la France et quelques autres, et ça ne va pas suffire. Puisqu'on voit bien que le problème, c'est comment on construit l'Europe sociale avec des niveaux de vie très différents et des règles économiques qui ont été très différentes. On est aussi en train, à travers ce dossier, de payer l'incapacité d'avoir accueilli les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est quand elles sont rentrées dans l'Union européenne. C'est-à-dire que l'argent qui leur a été dévolu pour essayer d'augmenter leur niveau de vie ou au moins mettre en place leur infrastructure a été inférieur à ce qui avait été donné à l'époque à l'Espagne et au Portugal. Et donc on est dans une situation où on est en train de gérer le refus d'une volonté de la construction d'une Europe économique et sociale. Parce qu'on ne peut pas développer le côté économique si on ne développe pas le côté social en même temps. On sait bien que ça ne peut pas marcher. Et donc, on est en train de payer, en gros, tous les refus d'avancer à une vitesse cohérente. Je disais effectivement la question sociale, mais la question fiscale, et aussi la question budgétaire. Et donc tout ça fait un tout, et au final, ce sont les gens les plus modestes qui trinquent et qui se retrouvent et réutiliser ensuite ces gens par un certain nombre de partis populistes ou d'extrême droite ou xénophobes, ou les deux ou les trois, et donc on se retrouve dans la situation politique actuelle. On est en train de payer l'incapacité politique d'avoir voulu avancer. Et pourtant, Patrick Le Yarrick, redéfinir ces contours d'une vraie Europe sociale et le dire, le faire savoir au niveau des pays, des peuples européens, ça paraît non seulement fondamental, mais ça paraît aussi une urgence. Oui, c'est forcément une urgence. Alors, les syndicats ont déjà posé un certain nombre de questions, mais il y a une vis profonde dans la construction européenne telle qu'elle se fait, parce que tant qu'on fonctionnera sur une base juridique qui est appelée la concurrence, qui est prétendue libre,
prétendu aussi non faussé. Si c'est ça le cœur, et non pas la coopération entre les êtres humains, entre les États, entre les collectivités, entre les entreprises même. Si on ne change pas ça et si on reste sur ce principe de concurrence, on ira toujours sur une sorte de moins-disant social. En tout cas, il y aura une pression à la baisse. D'ailleurs, les réformes de législation, comme il y a dans plusieurs pays européens, il y a eu en Italie, en Espagne, on l'a en France avec la loi de précarisation du travail, pousse forcément à ça. Donc, donne quitus à la question du dumping social et non pas au progrès social. Or, c'est autre chose, c'est l'inverse de ça qu'il faudrait inventer et créer les conditions d'une solidarisation, je crois, des mouvements syndicaux, des mouvements sociaux et des salariés eux-mêmes. Parce qu'il arrive que parfois, dans cette concurrence, le plus petit, parfois, il trouve à court terme son compte, parce qu'on lui emmène une entreprise, parce qu'on lui fait miroiter une petite augmentation de salaire qu'il a parfois, mais ça, c'est pas au bénéfice de l'intérêt général, c'est au bénéfice de la seule entreprise. Alors on reste dans les questions sociales, économiques, c'est pas très loin tout ça, CETA, TAFTA, alors les traités transatlantiques. Rappelez-nous déjà peut-être, José Bové, puisque vous êtes particulièrement investi sur le dossier tout de suite du CETA, où est-ce qu'on en est? On en est à quelle phase? On est proche de la signature de ce traité avec le Canada, avec tous les problèmes que vous soulevez à propos de la signature de ce traité. Alors, donc le CETA, donc l'accord de libre-échange avec le Canada, aujourd'hui, on est à sa dernière phase. C'est-à-dire qu'il a été rédigé, les deux parties sont d'accord, et à la fin du mois d'octobre, il y a un grand sommet Union européenne-Canada à Bruxelles qui devrait donner lieu, dans les jours qui suivent au même moment, à la ratification par le Conseil de cet accord. Tout un débat a été soulevé ces derniers mois pour savoir si cet accord était un accord uniquement européen ou si c'était un accord mixte qui concernait aussi les différents pays. Ça a une importance capitale parce que ça pose le débat de savoir si le traité doit être ratifié uniquement par les États ou par les différents parlements des 28 États membres, puisque la Grande-Bretagne en fait encore partie au moment de la ratification. Donc on en est là. La question a été floue, la réponse pour moi là n'est toujours pas claire. On n'a toujours pas de réponse claire pour savoir si on est dans un accord mixte ou pas. Et une fois qu'on aura répondu, est-ce qu'un accord mixte, si on a la ratification, est-ce que le fait qu'un seul Parlement refuse de signer, est-ce qu'il fait capoter l'accord ou pas? Je dirais que là-dessus, on est dans le plus grand flou. Alors, ce qui est important à savoir, et ça je le dis à tous les gens qui nous regardent, qui peuvent être engagés au niveau syndical, au niveau associatif, ce n'est qu'une fois que l'accord est ratifié par les États, et je dis bien par les États, donc le Conseil, qu'on peut entamer des recours contre le CETA. Et moi, je crois que c'est très important. Pour l'instant, il faut arriver à cette phase. On va arriver à cette phase d'ici un mois et demi. C'est là qu'on a un temps assez court, de quelques mois, pour pouvoir attaquer. Et je crois que c'est fondamental de le faire. Et c'est important que là aussi, tout le monde comprenne qu'il faut utiliser l'outil de la Cour européenne de justice pour attaquer les traités. On vient d'en avoir un exemple criant avec l'accord Union européenne-Maroc sur l'agriculture. Oui, c'est ça. En première instance, moi j'avais toujours dit le Sahara occidental, c'est un très mauvais accord pour les producteurs de fruits et légumes européens et espagnols, puisqu'en fait il y a en gros 3 entreprises qui font leur business et qui exportent 75% du marché. Une entreprise marocaine, les domaines royaux, et 2 autres qui sont des entreprises françaises, ce qui est quand même paradoxal. Donc les petits producteurs marocains n'y vont pas. Mais en plus de tous ces éléments très liés à l'accord lui-même, ils avaient rajouté le Sahara occidental à la demande du Maroc dans le territoire marocain. J'avais dit qu'on ne pouvait pas signer ça, que c'était contraire au droit international. Eh bien, au mois de décembre, la Cour européenne de justice m'a donné raison sur le fond suite à une procédure entamée par les avocats du Front Polisario, donc des peuples sahraouis. Aujourd'hui même, le procureur de la Cour européenne de justice vient de dire ce qu'il va dire dans la prochaine audience. Il vient de rendre public le fait de dire « Jamais le Sahara occidental n'a fait partie du Maroc ». Donc il dit « On va rejeter
le Polisario en disant en fait ils n'ont pas le droit à agir puisque le Sahara occidental ne fait pas partie du Maroc. C'est une victoire extraordinaire. Ce qu'on se dit depuis des années que la conquête du Maroc, du Sahara occidental par le Maroc était une violation du droit international puisqu'on a affaire à un peuple non autonome. Je ne rentre pas dans le débat politique de quelle va être la solution pour sortir. Et il dit aussi, ce procureur, l'Espagne a une responsabilité historique, puisque l'Espagne, pays colonisateur qui est parti comme un voleur sans rien dire, n'a jamais rempli aucune de ses obligations devant les Nations Unies pour la décolonisation de ce territoire et ensuite mettre en place un processus d'autodétermination. Donc moi, je dis, il faut qu'on se saisisse de la Cour européenne de justice sur des questions de traité. Et on doit aussi bien sur la question centrale dans le CETA, comme c'était dans le TAFTA, de ces tribunaux arbitraux qui permettent aux entreprises d'attaquer les États. Eh bien, il faut saisir la Cour européenne de justice sur cette question-là, et je crois que c'est du rôle des organisations syndicales, des associations, des mouvements, de pouvoir attaquer. Et moi, je vais attaquer sur un autre domaine aussi, qui est celui des appellations. C'est ce que j'allais dire, revenons sur les reproches de fond que vous adressez. Bon, en gros, on ne va pas redire l'ensemble des choses, mais entre le TAFTA et le CETA, ce sont les mêmes accords. Il y a un parallélisme total, sachant que justement par rapport aux entreprises, il y a 32 000 entreprises des États-Unis qui ont leur siège ou leur filiale au Canada qui leur permettent d'attaquer. Donc, le CETA, avec son cheval de Troie tribunal, un peu du... Voilà. c'est un cheval de Troie et c'est le sosie de l'autre. Donc ça, c'est la question centrale. Il y a la question des importations en viande bovine. Tout ce qui est agricole, c'est une attaque de plus, c'est un démantèlement de plus de la souveraineté alimentaire européenne. C'est-à-dire qu'on va importer des produits dont on est en excédent en Europe et qu'on va nous obliger d'exporter parce qu'on en importe. C'est un truc de cinglé. Et il y a aussi, et donc c'est le dernier point que j'ai relevé qui me paraît très intéressant, alors ça peut paraître un détail, mais ça en dit beaucoup sur le fonctionnement de l'Europe. On nous a vendu comme quoi on avait, grâce à cet accord, pour la première fois défendu les appellations d'origine agricole, hors vin. Hein, bon. Et on se retrouve avec une liste de 152 produits qui sont reconnus au Canada. Reconnus plus ou moins, parce que certaines imitations sont quand même possibles. Sauf qu'il n'y en a pas 152 en Europe, il y en a 1400. Donc il en manque, oui. Donc il en manque beaucoup. Or là, on a une distorsion entre les appellations qui sont protégées et celles qui ne sont pas. Elles sont toutes sous le même régime de droit européen. Chez nous, ici, oui. Toutes protégées de la même manière, y compris dans les textes de l'Organisation mondiale du commerce, ce qui est assez marrant. Et donc, on est dans une contradiction deux régimes du droit. différents, voilà, c'est ça. Donc, les producteurs de l'aguiole, de Bruccio Corse ou de Soirati ne sont pas protégés, alors que ceux d'autres produits, comme le Roquefort ou d'autres, sont protégés. Eh bien, on va les attaquer. On va attaquer l'Union européenne avec différents syndicats d'appellation ou des producteurs directement pour dire c'est pas possible. J'ai dit ça au ministre français, M. Fekkel, j'attends toujours sa réponse. Quant à Mme Malmström, depuis le mois de juillet, début juillet, où je lui ai envoyé une petite lettre pour lui demander comment elle avait fait le choix et comment elle le justifiait. Là, j'attends toujours la réponse. Donc, mais l'idée, c'est on a des outils, et si on ne les utilise pas, eh bien, c'est comme ça qu'on se fait avoir aussi. Donc, utilisons les outils de droit, parce que le droit s'use si on ne s'en sert pas. Guillaume Balas, sur cette question du CETA et plus largement, qu'on vient de le dire, du TAFTA, quelle est votre position au fond? Moi, je fais partie de ceux qui ont combattu le TAFTA depuis le début et qui sont hostiles au CETA quasiment depuis le début aussi. Pour toutes les très bonnes raisons pratiques que José Bové vient de nous expliquer et aussi pour une raison plus large, mais que je crois qu'on partage tous, qui est une vraie réflexion aujourd'hui sur la question de la mondialisation. Nous ne sommes pas des nationalistes.
Et nous comprenons bien qu'il faut de la coopération internationale. Le terme a été dit tout à l'heure par Patrick Le Yarrick et c'est le bon. Mais enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, ces accords de libre-échange ne sont que des facilités juridiques, généralement, données à des très grandes entreprises qui pourront ainsi contraindre les États à ne plus réguler en fait les marchés. Et on nous dit que ça, admettons, que ça serait très bien parce que ça va accroître le nombre d'emplois, que ça va permettre la croissance. Je voudrais juste vous faire remarquer que depuis que nous accroissons le libre-échange, c'est-à-dire depuis une trentaine d'années, nous n'avons jamais eu au niveau mondial des croissances aussi faibles et c'est plus particulièrement vrai pour les pays qui ont libéralisé leurs échanges le plus tôt, comme par exemple l'Union européenne ou l'Amérique du Nord. On nous dit qu'en termes d'emploi c'est formidable, toutes les études démontrent l'inverse et même les études d'impact sur le traité transatlantique ont démontré qu'on ne gagnait rien. J'ai entendu récemment un spécialiste sur le CETA qui nous expliquait que ces études à lui montrent qu'on aurait soit, alors pour la France des emplois en moins c'est à peu près sûr, pour l'Europe soit un gain de 0,1, 0,2, soit une baisse de 1 à 2% d'emplois. Donc nous affaiblir la souveraineté démocratique pour rien en réalité, simplement le bonheur juridique des actionnaires des multinationales, je ne veux pas être trop caricatural, mais c'est ça malheureusement, ça pose un problème de fond aujourd'hui. Patrick Le Yarrick, c'est votre analyse également? Oui, moi je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Pour revenir un petit peu sur la question juridique, là, ils ont inventé un truc, et ça c'était le précédent commissaire chargé du commerce international qui l'a fait, c'est qu'ils ont déféré un traité de libre-échange avec Singapour qui n'a pas tout à fait les mêmes conséquences, eux-mêmes devant la Cour de justice. Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir par là? Ils veulent obtenir une jurisprudence, qui serait une jurisprudence certes de justice comme dit l'autre, mais surtout très politique, visant à dire, puisque nous avons cette jurisprudence, il n'y a plus besoin de débat sur le traité avec le Canada et le traité avec les États-Unis. Ça, c'est pas de saisir les parlements nationaux. Et pas saisir les parlements nationaux et à peine le Parlement européen de facto. Deuxièmement, il y a une autre faille. C'est qu'on est en train de dire que dès lors que les chefs d'État ou le président de la Commission va avoir, ou le président du Conseil va avoir signé ce texte avec les dirigeants canadiens, on nous dit on va faire une application dite provisoire, c'est-à-dire qu'on va emmancher tous les dispositifs techniques en fait, et on sait très bien que dès lors qu'on emmanche ça dans un traité de ce niveau-là, il est très difficile de revenir en arrière. Donc il y a des failles et eux, ils mènent un combat, ils mènent une lutte extrêmement violente pour obtenir ce qu'ils veulent obtenir. Et raison de plus pour faire ce qu'a dit José Bové, c'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, tout ce que peuvent faire les organisations sociales, syndicales, les associations, nous-mêmes, les parlementaires, avec les parlementaires nationaux, tout ce qu'on pourra faire, et le ministre, parce que le ministre a dit qu'on allait faire tomber le traité transatlantique, n'avait plus trop raison d'être, mais si on laisse passer le traité avec le Canada, on aura le même problème, c'est la poupée russe. On nous dira, mais le traité, vous avez accepté, on dira demain à la France, vous avez bien accepté le traité avec le Canada, le traité transatlantique n'est pas plus menaçant au fond. Et donc il faut qu'ils arrivent à se prononcer nettement là-dessus et qu'on arrête ça. Il faudrait qu'ils aient la même phrase à propos du traité avec le Canada qu'ils ont eu avec le traité transatlantique. Alors, c'est un petit point quand même qui me paraît très important parce que souvent les gens ne le savent pas, c'est que la mobilisation qui est forte en Europe est aussi forte au Canada comme elle l'est aux États-Unis contre le TAFTA. Et qu'il y a un mouvement social considérable au Canada avec des milieux syndicaux, avec les milieux associatifs, le Conseil des Canadiens qui est la plus grosse structure associative canadienne, 150 000 adhérents, ils sont au vent debout. C'est eux qui avaient mené le combat à l'époque victorieux contre le sommet des Amériques. Ils voulaient faire, Bush père, voulait faire un grand marché de libre-échange, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale. Et ça a été mis en échec. Donc je crois que c'est très important, c'est qu'à travers ces combats, eh bien, on montre qu'il y a aussi
un contre-pouvoir très fort sur le terrain de gens qui ne s'opposent pas, mais au contraire qui construisent ensemble. Et ça, c'est un avenir. Du reste, sur le TAFTA, si la France est revenue après l'Allemagne, on peut imaginer aussi que les mobilisations citoyennes ont joué un rôle dans cette affaire. Juste un petit mot d'un combat violent lui aussi, puis qui est vraiment emblématique de ce qui se passe aujourd'hui. Avec comme combattants, là, on a une grande entreprise Apple, on a un État, l'Irlande, on a les États-Unis, bien entendu, et puis on a l'Europe. On n'est plus dans le dumping social, on est dans le dumping fiscal. Dites-nous en quelques mots ce que vous en pensez de cette affaire, puisque là, on est quand même dans une configuration assez particulière, avec une demande qui est faite de rembourser 13 milliards pour Apple, d'impôts qui n'ont pas été perçus en Irlande. Et finalement, l'Irlande, pour des raisons qu'on peut comprendre d'ailleurs, n'est pas très chaude pour le faire. J'allais dire ironiquement, c'est que c'est le seul bienfait de l'austérité budgétaire qui a tellement compressé les économies que les recettes fiscales ne sont pas bonnes, et que donc les États ont dû se tourner vers d'autres sources et se rendre compte que ces très grandes entreprises, telles les GAFA, dans le numérique aujourd'hui, eh bien, font à peu près ce qu'elles veulent et ne payent plus d'impôts. Donc c'est une très bonne mesure. Il faut soutenir évidemment la Commission là-dessus, mais il faut aller beaucoup plus loin. On sait qu'au Parlement européen, il y a des travaux importants qui sont faits dans le domaine de la fiscalité. Il faut faire en sorte que la Commission les suive, qu'on contraigne les États sur ces sujets-là. Et je rallie totalement ce que disait José Bové tout à l'heure. Les trois points politiques vont ensemble, c'est-à-dire le domaine budgétaire européen, de la politique macroéconomique en réalité, le domaine fiscal et le domaine social. Donc il faut avancer de front. Il est extrêmement important maintenant que cet exemple important sur l'Irlande se généralise et que pour le coup ça devienne une jurisprudence positive. Oui, c'est ça. Un mot là-dessus également, Patrick Leéric, sur cette affaire. En quelque sorte, c'est pas tous les jours qu'on le dit, mais là la Commission, elle a joué plutôt un rôle positif, mais l'Irlande veut rester un paradis fiscal, refuse la décision de la Commission et ne veut pas demander l'argent qui lui est dû. La France ne veut pas non plus récupérer sa part auprès de l'Irlande. Il paraît que aux dernières nouvelles, la France, ne voudrait pas non plus. C'est quand même curieux. Alors je sais qu'on va un peu lisser un certain nombre d'impôts en France. Ceci dit, on a quand même besoin de beaucoup d'argent pour développer le service public dans tous les segments, dans tous les secteurs de notre société. Il faudrait que, pour une fois, les États sur cette affaire-là, écoutent la Commission et récupèrent leur argent et fassent moins souffrir les gens. Votre point de vue aussi, c'est votre point de vue, José Bové? Oui, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'on disait ce matin, notre groupe des écolos francophones, puisqu'elle est belge avec, en parlant de ça, c'est très curieux que la France n'ait pas demandé à récupérer l'argent, puisqu'en gros, tout ce que le fric qu'a fait Apple en France repart vers l'Irlande, pour que les gens comprennent bien. Bon, et donc s'ils ne redemandent pas leur argent, pourquoi? Est-ce qu'ils n'en ont pas besoin? Ça m'étonnerait. Ou alors, peut-être plus vicieux, est-ce que la France, et ça il faut qu'on le demande à M. Sapin, a négocié directement en sous-main avec Apple une petite récupération financière? Par l'autre bande. Moyennant quoi, s'ils l'ont fait et qu'ils l'ont obtenu, eh ben, ils ne sont plus en capacité de demander la restitution totale. Alors il faudrait que M. Sapin nous le dise, et peut-être que c'est un droit de suivi que peut faire l'humanité. Bien sûr. Mais tout à fait. Mais par exemple, pour Google, ils ont acheté la non-imposition, Google, en versant quelques petits subsides à la presse, en disant nous on est les grands sauveurs de la presse, et depuis on ne parle plus de ça. Mais or ce qu'ils doivent, c'est des dizaines et des dizaines de fois bien plus que ce qu'ils vont verser à la presse. En tous les cas, on le promet, nous on continuera à en parler. Merci à vous de nous avoir suivis. Il y aura deuxième débat demain depuis le Parlement européen de Strasbourg, à la suite du discours sur l'état de l'Union qui va être prononcé par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, demain matin, suivi d'un débat bien sûr. Donc on y reviendra nous dans l'après-midi en direct depuis le Parlement européen. Merci à vous de nous avoir suivis et à demain. Au revoir.